Il est 19 h, ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de votre présence. Que se passe-t-il entre maillots jaunes et policiers? Pourquoi le syndicat SGP Police décide de prendre ouvertement la parole devant les médias? Aujourd'hui, les relations se corsent entre les forces de l'ordre et les patrouilleurs des quartiers. On verra pourquoi dans un instant. À l'initiative du député Mansour Kamardine, l'association des usagers du transport aérien a vu le jour. Ce dernier appelait d'ailleurs la population dans sa permanence de Passamenti pour en savoir plus sur l'aide que peut leur apporter cette nouvelle structure. Enfin, nous parlerons de la 25e édition du Festival de l'image sous-marine, festival destiné à sensibiliser la population sur le monde, l'environnement marin. Avec nous en direct tout à l'heure, René Euzé, l'invité de cette 25e édition, par ailleurs réalisateur et professionnel du milieu sous-marin. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Il y a un peu plus d'un mois, lors de la visite du ministre de l'Intérieur à Mayotte, Christophe Castaner, une cérémonie leur était dédiée au commissariat de Mamoudzou. Aujourd'hui, fini la bonne entente entre Maillot Jaune et Police nationale. Les tensions s'affichent clairement. 2 semaines que les citoyens volontaires ont déserté les quartiers à cause d'une altercation police-Maillot Jaune. Jusqu'ici, aucune réaction des fonctionnaires. Mais après un article paru dans la presse écrite et jugé à charge, le syndicat SGP Police réagit. Le récit est signé Yasmine Jaffar. Les abonnés de ce quotidien ont découvert le visage et l'appartenance politique de ce policier, le référent à Mayotte du parti d'extrême droite, les Patriotes, selon l'article. Une information qui vient gonfler une polémique puisqu'il s'agit du fonctionnaire de police accusé par un maillot jaune d'avoir proféré des insultes racistes. L'article de trop pour le syndicat de police SGP. Cet article est bien entendu très choquant parce qu'on a une affaire qui concerne 2 personnes. Il y en a un qui se retrouve dans un article de presse avec sa photo, son nom et son appartenance à des idées politiques. Ça relève de sa vie privée. Le fait que ce soit détourné pour démontrer, entre guillemets, qu'il serait raciste, c'est absolument scandaleux. Une altercation entre un policier et un maillot jaune qui prend des proportions inimaginables. D'abord, le retrait des maillots jaunes des quartiers. Une réunion d'urgence à la préfecture s'en est suivie. Une enquête administrative est en cours et bien entendu, les citoyens bénévoles exigent des excuses et une sanction. Donc ces tensions, de notre côté policier, on ne veut surtout pas les alimenter. Les maillots jaunes peuvent très bien reprendre leur activité sans aucun problème, à condition bien sûr qu'elles restent préventives et qu'en aucun cas ils se substituent aux policiers que nous sommes. Mais eux, ils exigent le départ du policier de Mayotte. Oui, alors ils exigent un peu trop, voilà. L'article et son contenu sont jugés inadmissibles par les fonctionnaires de police. Ce matin, en solidarité à leurs collègues, ils ont décidé d'assurer un service minimum. 5 ans d'inéligibilité demandés par le parquet pour Mohamed Majani, maire de Mamoudzou. De l'autre côté, les avocats de la défense demandent pour une partie de l'équipe municipale la relaxe générale dans l'affaire de l'attribution du marché de la mairie annexe de Kawini. Il faudra attendre le 4 juillet prochain pour que tous soient fixés sur leur sort. En attendant, compte rendu de l'audience en appel avec René Latastéphare Roussini. Le coup de sonnette annonce l'entrée des magistrats de la cour d'appel. Le public se lève et se rassoit pour 8 heures de débat avec une courte suspension de séance. 8 avocats pour défendre 6 prévenus, 5 cadres de la mairie et une responsable de cabinet d'architecte et la personne morale de la mairie de Mamoudzou. Un marathon judiciaire qui, à plusieurs reprises, ressemblait à un cours de droit. On a des principes de droit très importants, à savoir que chacun est responsable de son fait personnel. Il n'y a pas de responsabilité du fait d'autrui. Et puis pour condamner quelqu'un, il faut absolument rapporter la preuve d'un élément matériel. Il faut rapporter la preuve d'une implication personnelle et ça, on ne l'a pas dans le dossier. Vous avez amorcé votre plaidoirie en disant « Bienvenue en absurdie ». Alors, pourquoi cette formule ? Tout simplement parce que les termes de la poursuite nous ont semblé totalement critiquables, puisqu'on nous reproche de ne pas avoir fait des choses pendant la passation du marché, soi-disant pour le sécuriser. En clair, de changer les règles du jeu.
Et on nous poursuit parce que justement, on n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Donc c'est assez incohérent de notre point de vue. La logique, je ne la trouve pas. Les prévenus sont poursuivis pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, autrement dit pour favoritisme. Pour le procureur, la loi n'a pas été respectée. Mise en cause directe ou reproche de n'avoir rien fait pour éviter l'illégalité. Il demande la confirmation des réquisitions de première instance. Pour le maire Mohamed Majani, il demande 5 ans d'inéligibilité. Les avocats se sont attachés à démontrer que leurs clients, fonction après fonction, ne pouvaient pas être mis en cause. Et en conclusion, ils ont chacun demandé la relaxe. Le jugement déjà a prononcé des relaxes sur certaines dispositions des poursuites. Des personnes ont été relaxées, des griefs ont été abandonnés par le tribunal. Donc on voit qu'on a été suivi et nous espérons que la Cour d'appel nous suivra encore plus en prononçant une relaxe générale et totale. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juillet. Je vous le disais en titre, suite aux mésaventures régulières de nombreux habitants de l'île avec la compagnie Air Austral, ce vendredi, le député Kamardine appelait la population dans sa permanence de Passamenti pour la création officielle de l'association des usagers du transport aérien à Mayotte. Plus de précisions avec Taslima Abdouhamza et Géraldine Lui. C'est en petit comité que l'association d'usagers des transports aériens à Mayotte s'est réunie pour la première fois. Les nombreuses doléances telles que les retards et annulations de vols de certaines liaisons ont accéléré la création de celle-ci, ce qui permettra de changer la donne et faciliter les procédures. Les usagers mahorais sont les plus maltraités, les plus méprisés, je peux le dire comme ça. Et c'est à peine si on a droit à quelques excuses ici ou là, alors que les dommages et les préjudices subis sont très importants et qui n'ont pas spécialement été indemnisés non plus parce que l'action en justice elle-même est compliquée. À travers ces actions, l'OTAM se veut aussi défenseur des droits et intérêts des usagers face aux compagnies aériennes. Compte tenu du coût élevé des tarifs, l'association exige aussi de meilleures prestations de services. Pour voyager de Saint-Denis à Paris, on peut voyager jusqu'à 600-700 euros. Et que voyager de Dzaoudzi à Saint-Denis, on paye 600 euros. Et donc quand on a des coûts aussi élevé, on est en droit d'attendre un minimum de prestations. Il y a un an, après le départ de Corsair, une pétition a été lancée et a atteint 8000 signatures pour là aussi dénoncer la hausse des tarifs abusifs et la situation monopolistique sur la liaison Mayotte-Réunion. Les actions se multiplient donc pour essayer de faire bouger les choses. Et en parlant d'action et afin de dénoncer les tarifs abusifs pratiqués ici par la compagnie des 2A, le collectif REMA de la Réunion et le collectif même de Métropole organisent le 15 juin prochain, dès 9h, une mobilisation devant la préfecture et le siège d'Air Austral à Saint-Denis de la Réunion et à Marseille. Et ce n'est peut-être pas encore le cas ici, mais ils sont de plus en plus nombreux, les passagers des compagnies aériennes françaises, à obtenir des indemnisations suite à des retards ou autres problèmes techniques, et ce, grâce à l'aide des sociétés d'indemnisation qui leur permettent de bénéficier de la réglementation 261 de l'Union européenne adoptée en 2004. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces indemnités commencent sérieusement à inquiéter les compagnies aériennes. Plus de précisions avec Jean-Michel Mazerolles, Jean-Yves Potra, Nordine Bensmaël et Mourad Bouretima. 18 heures de retard avant de pouvoir enfin embarquer dans un avion et rentrer à Paris. C'est la pénible expérience de cette passagère et sa famille qui ont été victimes de l'annulation d'un vol en juillet 2018 à La Réunion, leur avion ayant été heurté par un chariot élévateur. Elle n'a pas digéré d'avoir été laissée seule avec son mari et ses 2 enfants en attendant qu'un nouvel avion vienne les chercher. Sans aucun accompagnement de la compagnie aérienne, effectivement, on était un peu en colère. Effectivement, je ne vous cache pas qu'on avait un peu envie de faire payer la compagnie. Peu de passagers osent réclamer directement aux compagnies une indemnisation en cas de grand retard ou d'annulation de vol. Or, le règlement 261/2004 de l'Union européenne accorde des indemnités dans certains cas, 250 à 600 euros par passager en fonction de la distance de vol. Quand vous subissez un retard de plus de 3 heures à l'arrivée, une annulation de vol,
vous pouvez effectivement prétendre à une indemnité. Alors, il y a beaucoup d'autres règles qui vont être prises en compte pour vous dire oui ou non si vous pouvez bénéficier ou non de cette indemnité. Mais en tout cas, la grève de la compagnie aérienne et un problème technique sont totalement éligibles à une indemnité. En 2018, cette société a traité près de 150 000 dossiers, dont 10,5% sur des destinations de ou vers les Outre-mer. 50 millions d'euros réclamés rien que par elle l'an passé aux compagnies. Les voyageurs ayant eu des problèmes de vol ont de plus en plus recours à ces start-up qui se multiplient. Je ne voulais pas gagner de l'argent, je voulais à minima être couverte de mes frais supplémentaires. Mais je voulais aussi, par contre, que cette démarche-là, elle aboutisse. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, si je la menais seule à titre individuel, il y avait très peu de chances que ça fonctionne. Les compagnies françaises qui rechignaient jusqu'alors à rembourser tout ou partie des billets d'avion croulent désormais sous les demandes d'indemnisation, au point de s'inquiéter sur leur modèle économique. Les marges des compagnies aériennes sont très faibles et ça peut aboutir soit à une augmentation des prix, soit même se poser la question sur la rentabilité de la ligne. Avec l'augmentation constante du trafic aérien, plus 4,2% outre-mer l'an passé, les retards vont encore augmenter cette année. D'autant que les infrastructures aéroportuaires ont du mal à suivre sur place et risquent de générer elles aussi des retards et donc de potentielles indemnités. Et le désenclavement de Mayotte, voulu depuis plusieurs années, passerait par l'ouverture du ciel à la concurrence, la piste longue également, qui pourrait être financée en partie par Bruxelles. L'occasion de rappeler que le scrutin pour les européennes a lieu donc dimanche et concerne dans le département un peu plus de 78 400 électeurs. Les modalités et chiffres à retenir pour ce vote avec Yasmine Jaffar. 78 475 électeurs mahorais sont appelés aux urnes pour élire leurs eurodéputés. Ils doivent choisir parmi les 34 listes en lice. Chaque liste compte 79 candidats qui convoitent le poste de député français au Parlement européen. Si Mayotte n'est devenue RUP, région ultra-périphérique qu'en 2014, elle a toujours participé à ce scrutin depuis sa création en 1979. Mais en 40 ans, les élections européennes ne sont toujours pas entrées dans nos mœurs. En 2014, le taux d'abstention dépassait les 66%. À l'époque, c'était un scrutin par circonscription, donc les Mahorais devaient élire des représentants de l'océan Indien. Mais depuis, le mode de scrutin a changé. Désormais, c'est une circonscription unique pour toute la France. Du coup, la mobilisation des électeurs devient plus que jamais l'enjeu de ces élections européennes. Ce dimanche, 176 bureaux de vote ouvriront leurs portes sur l'ensemble de l'île. Autre information qui vient tout juste de tomber, on apprend à l'instant une explosion à Lyon. A priori, un colis piégé, 6 victimes. A priori, pour l'instant, on n'en sait pas davantage pour l'heure, mais il y aurait, je le rappelle déjà, 6 victimes dans la ville de Lyon. On passe à tout à fait autre chose maintenant, allié Ramadan et travail. Pas toujours facile, surtout lorsque le poste que l'on occupe demande beaucoup de concentration et vous expose à une très forte chaleur. Comment font ceux qui sont dans ce cas? Pour le savoir, nous sommes tout simplement partis à leur rencontre. Taslima Abdou Hamza et Alda Lidi pour le reportage. Il n'est pas toujours simple pour ceux qui font le ramadan de concilier jeûne et travail. Ben, chauffeur de bus et père de 4 enfants, part de Tingoni à 3h du matin, direction Koungou, pour son premier ramassage. Il passe toute la journée sur les routes et en cette période d'abstinence, ceci présente des risques tels que fatigue, sommeil et baisse de concentration des conducteurs. En priorité, il met en cause son patron, sa société, plus lui et les élèves qui sont dans le véhicule. Tous ceux, ils sont en danger. Si pour ce transporteur, il est plus compliqué d'avoir des aménagements d'horaire parce qu'il faut s'adapter à ceux des élèves, d'autres en revanche n'ont aucune difficulté à travailler. Non, c'est pas compliqué parce que c'est comme ça, c'est le travail. On fait doucement, mais ça va aller, ça peut aller. Et cette chaleur? Non, cette chaleur, ça va. Dans les carrières, le jeûne complet du lever au coucher de soleil s'avère être éprouvant pour les 99% des travailleurs de cette société, surtout en ces records de chaleur. C'est toujours dur la production et en faisant les ramadans, c'est pas trop facile. Il
faudra qu'on se tienne la main chaque fois si un collègue a besoin de quelque chose. Il faudra qu'on mette la main ensemble. Parce qu'une personne ne peut pas faire aussi le boulot seul. Comme on est quand même à Mayotte et qu'il y a une chaleur assez importante avec une humidité, les gens ont besoin de boire, même sur nos propres chantiers, surtout les chantiers MRE, ils ont besoin de boire parce que l'enrobé est extrêmement chaud. Donc systématiquement, il faut raccourcir la quantité d'heures pour qu'ils puissent pouvoir réussir à faire toute la journée. Voilà. Si la loi n'oblige aucune entreprise à aménager son temps de travail, l'effort physique pendant le mois de Ramadan peut causer de la déshydratation et pour pallier à ces difficultés, les médecins préconisent de se mettre à l'abri du soleil, ne pas s'exposer et après la rupture du jeûne, compenser en buvant de l'eau. Après plusieurs jours de manifestations dans l'Hexagone et au sein des établissements scolaires pour alerter l'opinion publique sur le climat, les problèmes environnementaux, voilà que le collège de Mtsamboro a rejoint ce vendredi le mouvement. Élèves et professeurs ont donc choisi de faire du tri sélectif dans le village de Mtsahara. Un exemple à suivre définitivement. Hachim Seydachim, Youssouf Ahmed Matoir. Cet établissement est dans le dispositif Éco-Collège, une reconnaissance due à l'engagement de certains élèves et leurs professeurs aux problématiques de l'environnement. On a saisi l'occasion de la Journée mondiale pour le climat. On a réuni tous les éco-délégués. Il y a 2 éco-délégués dans chaque classe du collège, plus le club Éco-Collège. Et on a fait une marche revendicative où on a pris les élèves au départ du collège jusqu'au village de Mtsahara. On est intervenu auprès d'une classe de CM2 de Mtsahara et puis on est allé ensemble ramasser les déchets sur la plage. Pour le moment, la prise de conscience du problème des déchets n'est pas collective. Les professeurs envisagent de renforcer la sensibilisation sur le thème des déchets. Au niveau du collège, on aimerait que nos éco-délégués, puisqu'on en a une centaine cette année, soient encore plus nombreux, qu'ils se trouvent dans toutes les classes, que toutes les classes, même les classes de 3e, qu'on les forme mieux. Parce que pour le moment, c'est une petite formation de 2 heures qu'on leur a proposée. Mais sur un collège de 1400 élèves, il y a beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation des élèves. Les déchets, un fléau sur le territoire, cette action revendicative a réuni une 60aine d'élèves à Mtsamboro. Cependant, dans ce collège, on regrette le manque d'implication dans les autres établissements de l'île. Montrer la richesse de l'environnement marin ainsi que la nécessité de sa préservation, l'objectif du Festival de l'image sous-marine. Je vous le disais, 25e édition cette année, un rendez-vous incontournable à Mayotte qui a commencé donc le 22 mai pour se clôturer dimanche 26 mai. À cette occasion, plusieurs projections de films ont été proposées au public sur la place de la République à Mamoudzou où nous nous dirigeons tout de suite puisque le festival reçoit cette année un invité de marque, j'ai nommé René Euzé, pointure du milieu sous-marin, plongeur émérite, réalisateur et producteur de films à succès. Il est avec nous donc en direct, monsieur René Euzé, bonsoir. Alors vous avez plongé à travers le monde et ici également, et qu'est-ce qui vous a marqué à Mayotte? Qu'est-ce qui vous a marqué dans notre lagon? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, monsieur René Euzé? J'entends plus rien. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Désolé, mais comme il y a les projections de film derrière, je vous entends. Alors, bonsoir à tous. Je vous demandais qu'est-ce qui vous a marqué ici à Mayotte lors de vos plongées, vous qui avez plongé à travers le monde. Ah ben, Mayotte, pour moi, je garde un très très bon souvenir. Lorsque j'avais réalisé mon premier film en 2005-2006, Mayotte est sous la Lune, je suis revenu 13 ans après et j'ai retrouvé toujours d'aussi belles merveilles, notamment les tortues sur la plage d'Ngouja. J'ai vu aussi que le corail avait repris. Et ce que j'adore à Mayotte, bien sûr, ben, c'est son double lagon qui est unique au monde. Et ce que j'apprécierais aussi, c'est que je sais que, et ce qui est un bon signe de santé de votre lagon, c'est que les baleines viennent chaque année faire leurs petits. Alors vous avez vu plusieurs projections et photos depuis le début de ce festival. Quel a été votre coup de cœur pour la sélection faite cette année, si on peut parler de coup de cœur?
Des coups de cœur, on en a plusieurs parce que grâce à l'évolution de la technique, on peut aller au plus profond dans la recherche d'une image, dans le comportement des animaux. Donc plus on se rapproche d'eux et mieux on les comprend. Et ça, je trouve que c'est très bien. Et puis en plus, véhiculer l'image sous-marine, ça veut dire qu'au monde de l'extérieur, au terrien, qu'il y a un monde sous la mer et qu'il faut faire attention et le protéger. Et justement, ce festival est l'occasion, je le disais, de sensibiliser la population à l'environnement sous-marin. Et chez nous, la mer est plutôt vue comme un garde-manger. Alors comment mieux sensibiliser la population à ce genre de problématiques ? Pardon, excusez-moi, vous pouvez répéter ? Comment quoi ? Comment mieux sensibiliser la population justement à ces problèmes environnementaux au niveau du lagon, alors même que notre lagon est plus vu par la population comme un simple garde-manger? D'accord. Moi, j'ai profité d'être là depuis le début du festival pour me rendre dans des écoles et justement sensibiliser les jeunes parce que maintenant, en matière d'environnement, je trouve que ce sont les enfants qui doivent rééduquer les parents. Et comment les sensibiliser? Tout simplement en leur disant que la vie sous l'eau est aussi importante que sur terre et que tous les déchets que l'on jette de terre finissent forcément dans l'eau. Et le premier rôle important que vous avez ici, c'est la mangrove. La mangrove qui est une nurserie. Et si vous tuez cette nurserie, c'est-à-dire si vous tuez la mangrove, il n'y aura plus de poissons. Donc ce qu'il faut faire, si on veut continuer à vivre en harmonie avec la nature, il faut la respecter. Et ça commence déjà à ne plus jeter de déchets par terre, ne plus jeter des carcasses dans les forêts, n'importe où. Il faut prendre des tris, faire des tris sélectifs et faire attention à jeter ces déchets pas n'importe où, les mettre dans des poubelles. Et maintenant, si on peut faire du recyclage, ce n'est que mieux pour la nature. Merci beaucoup René Zé de nous avoir accordé ces quelques instants et j'espère évidemment que votre message passera, un message qu'on répète ici régulièrement. René Zé qui était donc devant la caméra de Fahar Hosseini. Un mot de sport pour terminer. À noter qu'avant les hommes du BCM, demain samedi, les filles de Fuselips de Cavani, championnes de mètres de basket, affronteront leurs homologues réunionnaises de la Tamponnaise Basketball qui domine le championnat de la Réunion depuis plus de 10 ans. C'est un peu une rencontre David contre Goliath, mais on espère tout de même que nos joueuses sauront les faire douter. La rencontre a lieu donc demain au gymnase du 10e kilomètre au Tampon à partir de 15h30 heure de la Réunion. Et juste avant de refermer cette édition, je vous rappelle donc qu'on a appris au cours de ce journal une explosion à Lyon, a priori un colis piégé près de la place Bellecour. On parle pour l'instant de 6 victimes, des blessés. On n'en sait pas plus pour l'instant. On reviendra bien évidemment sur cette information dans nos prochaines éditions. Merci de votre attention avant de nous quitter. Je vous rappelle que le torchon brûle entre les citoyens volontaires, appelés aussi Maillot jaune, et la police nationale. Le syndicat SGP Police a décidé de réagir ce vendredi suite à l'acharnement, dit-il, contre l'un des fonctionnaires accusé d'avoir proféré des insultes racistes à l'égard d'un maillot jaune, raison pour laquelle ces derniers ont déserté d'ailleurs les quartiers du chef-lieu depuis maintenant 2 semaines. Dans un instant, Papineau Zeidani pour le journal en Mahorais. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et au plaisir de vous revoir très bientôt.